Bien. Imaginez des circuits chromés, des néons qui clignotent, un monde numérique où des milliards de lignes de code circulent à chaque seconde. Au cœur de tout ça, les API. Elles sont le système nerveux de notre Internet. Totalement invisibles, mais absolument essentielles. Le truc, c'est que si elles sont la source du pouvoir, elles sont aussi la plus grande des vulnérabilités. Aujourd'hui, on enfile notre console de hacker éthique et on part explorer le projet de sécurité des API de l'OSB. Allez, on se connecte. On va plonger directement dans le vif du sujet. La philosophie, elle est simple, mais elle est redoutable. Pour construire une forteresse imprenable, il faut d'abord apprendre à l'attaquer. C'est ça, l'essence même des tests de sécurité. Et le guide de l'OWASP, eh bien, c'est notre carte pour apprendre à penser comme un adversaire, pour trouver les failles avant qu'eux ne le fassent. Bon, voilà le plan de mission pour aujourd'hui. D'abord, on se connecte à la grille. Ensuite, on mène une reconnaissance, on essaye de contourner les défenses, on exploite les failles critiques, et à la fin, on débriefe pour bien comprendre l'impact de tout ça. Alors accrochez-vous, le parcours va être intense. Première étape, il faut bien comprendre notre cible. Les API, ce n'est pas juste un acronyme technique, c'est vraiment le tissu qui connecte toute notre vie digitale. Pour faire simple, une API, c'est un messager. Quand une appli a besoin d'un truc d'une autre appli, que ce soit des données, un service, n'importe quoi, elle envoie une requête via l'API. L'API va transmettre le message, récupérer la réponse et la ramener. C'est grâce à ça qu'une application de VTC peut afficher une carte Google Maps ou que son compte en banque s'affiche sur son smartphone. Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'elles sont absolument partout. De la messagerie instantanée aux transactions bancaires, chaque petite interaction numérique repose sur ces connecteurs qu'on voit jamais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité de nos infos personnelles, de nos données financières, dépend entièrement de la robustesse de ces API. Les enjeux sont juste colossaux. Bon, maintenant qu'on connaît la cible, la mission commence pour de vrai. Un bon attaquant, ça ne frappe jamais à l'aveugle. La toute première phase, c'est toujours la reconnaissance. Il faut recueillir un maximum d'informations. Le WASP nous donne une approche très méthodique. On commence large avec des simples recherches publiques. Puis, on se rapproche, on fingerprint le serveur, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir quelle technologie l'utilise. Et enfin, on identifie les portes d'entrée, ce qu'on appelle les endpoints de l'API. Ce sont les adresses précises où on peut envoyer nos requêtes. C'est un vrai travail de détective numérique en fait. Et pour faire ce travail, bien sûr, on a des outils. Nmap, c'est un grand classique. En quelques commandes, il peut scanner une cible et nous révéler tous les services qui sont exposés. C'est un peu comme un sonar qui cartographie un terrain complètement inconnu. C'est bien souvent l'une des toutes premières étapes concrètes d'un test d'intrusion. Ok, on a notre carte, on a repéré les portes, maintenant il faut réussir à les ouvrir. Et bien sûr, la plupart sont verrouillés par des systèmes d'authentification. C'est notre prochain obstacle. Le point vraiment crucial ici, c'est ce mot « stateless ». Ça veut dire « sans état », « sans mémoire ». Contrairement à une session web classique, une API oublie qui on est à chaque nouvelle requête. Il faut donc lui prouver son identité à chaque fois. Et si ce processus de vérification a la moindre faiblesse, c'est tout le système qui est compromis. Là, on a deux approches assez courantes. L'authentification de base. Bon, c'est simple, mais c'est risqué parce que les identifiants circulent à chaque appel. Et puis il y a les JWT, des jetons d'accès plus modernes. Mais attention, ils ne sont pas infaillibles. Un JWT, c'est signé avec une clé secrète. Si cette clé est trop simple, un attaquant peut la deviner et à partir de là, il peut forger de faux jetons pour se faire passer pour n'importe qui. On a passé les premières défenses. On est un intérieur. Et c'est là que la vraie chasse commence. La chasse aux vulnérabilités les plus critiques, les plus courantes qu'on trouve dans les API. La faille BOLA, ce n'est pas un hasard si c'est la vulnérabilité numéro 1 pour les API selon l'OWASP. L'idée est d'une simplicité désarmante. Est-ce que l'API fait confiance à l'identifiant qu'on lui donne? Si elle ne vérifie pas qu'on a bien le droit d'accéder à l'objet qu'on demande, eh bien la porte est grande ouverte. L'idée à retenir, c'est la règle d'or. Ne jamais faire confiance à une entrée utilisateur sans vérifier les autorisations. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer à quel point c'est simple. Imaginez, on est l'utilisateur numéro 22. On demande nos infos, l'API nous répond « OK ». Maintenant, comme on le voit là, on change juste le 22 en 23 dans l'URL. Si l'API est mal conçue et ne vérifie pas nos droits, elle va tranquillement nous envoyer les données de l'autre utilisateur. C'est aussi simple et dévastateur que ça. Allez, on passe à la deuxième faille majeure. Parfois, les développeurs, pour aller vite, configurent les API pour qu'elles renvoient des blocs entiers de données. C'est à l'application cliente de faire le trait. Le problème, un attaquant, lui, il intercepte tout. La leçon est simple, une API ne devrait renvoyer que le strict nécessaire. Tout ce qui est en plus, c'est un cadeau pour un attaquant. Ça, c'est un cas d'école.
On demande une information publique toute simple et l'API nous renvoie un véritable coffre au trésor. L'application, elle, n'affiche que le nom, mais la réponse complète contient des informations ultra sensibles sur l'administrateur. L'attaquant n'a plus qu'à se servir, la porte était déjà ouverte. Ah, les injections, un classique du piratage, un indémodable. L'idée, c'est d'envoyer des données qui sont en fait des instructions. Si l'API ne désinfecte pas correctement ce qui entre, elle peut transmettre ses ordres directement à sa base de données ou même à son système d'exploitation. Le principe est simple, tout ce qui vient de l'extérieur doit être nettoyé. Sinon, une simple donnée peut se transformer en arme. On peut comme ça injecter des commandes SQL pour manipuler une base de données, des commandes NoSQL pour les bases plus modernes, ou pire, des commandes système directes pour tenter de prendre le contrôle total du serveur. C'est une menace extrêmement grave qui peut mener à une compromission complète du système. La mission est presque terminée. On a vu comment un attaquant peut explorer, puis exploiter une API. Mais au fond, quel est le but de tout ça? Le point crucial, il est là. Le hacking éthique, ce n'est pas juste pour le plaisir de casser des choses. C'est un moyen de défense proactif. En simulant des attaques, on teste les défenses en conditions réelles. On trouve les failles pour pouvoir les corriger avant que quelqu'un avec de mauvaises intentions ne les trouve pour les exploiter. Chaque application sur nos écrans, chaque service dans le cloud, c'est une porte. Et les API, ce sont les serrures de ces portes. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il existe des clés. C'est de s'assurer que nous sommes les seuls à les détenir. C'est tout l'enjeu de la sécurité des API. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et surtout, restez prudents.